Bonjour et bienvenue à tous. Merci pour cette présence pour l'exercice que nous allons avoir de parler sur les dispositifs médicaux. Comme rédacteur en chef des Annales, je vais en dire juste 3 mots avant de passer la parole à Jean-Marc Grenier qui pilotera cette réunion. Les Annales des Mines, c'est une vieille dame qui ont 230 ans, mais qui sont néanmoins vifs et alertes, avec 4 séries, l'une sur l'économie industrielle qui s'appelle Réalité industrielle, c'est celle-là dont nous parlons aujourd'hui, l'autre qui parle d'environnement, d'énergie et puis de risque, qui est responsabilité et environnement, une troisième qui est enjeu numérique, qui comme son nom l'indique s'occupe de numérique, et puis une quatrième correspondant aux problématiques de gestion et de management qui est gérer et comprendre. Alors, dans la série que nous avons là, c'est-à-dire réalité industrielle, on traite simultanément de sujets sectoriels. On a traité d'aéronautique, d'automobile, dans la santé, de biotechnologie et puis de dispositifs médicaux. La santé représentant d'ailleurs un des sujets importants pour cette série, puisque c'est une des 3 grandes mutations fortes avec la transition énergétique et numérique. La santé et le vieillissement sont des enjeux absolument majeurs. Et puis, s'agissant des dispositifs médicaux, eh bien, ma foi, au niveau français, ça représente 84 000 emplois et puis 1 500 entreprises, grosso modo. Ça représente également un enjeu d'autonomie stratégique important dont on parlera. Ça vit beaucoup par de l'innovation et par conséquent, c'est un domaine intéressant en termes de spécialisation industrielle. Ça a encore un déficit commercial de 4,3 milliards et donc dans la situation où nous sommes, tout ce qui peut conduire à le résorber de manière pas trop chère pour l'État mais efficace est le bienvenu. Et puis c'est bien entendu avec des enjeux de santé publique qui sont majeurs. Et au niveau européen, il y a en gros 880 000 entreprises et la France représente 14% du niveau européen. L'Allemagne plutôt une vingtaine de pourcents et les autres plus petits, donc nous sommes les seconds en l'espèce. Et enfin, c'est un marché régulé, donc le rôle de la puissance publique ou des puissances publiques tant européennes que nationales sont importantes. Je dois dire d'ailleurs que la régulation qui a été mise en œuvre à la fin de la décennie précédente par l'Union européenne a été quelque peu dommageable à l'industrie en Europe parce que sa lourdeur et de sa mise en œuvre a pesé fortement. Ça s'est progressivement un peu amélioré, mais donc il y a un sujet intéressant de ce côté-là, qui est d'ailleurs un des sujets qui est traité par le numéro. Alors ensuite, pour en traiter, eh bien, il y avait beaucoup d'articles, et donc je vous incite tous à les lire pour ceux qui ne l'auraient pas déjà lu. Et il y avait cette table ronde pour laquelle nous entendrons Michel Raot, à la Direction générale des entreprises, qui est le sous-directeur en charge des industries de santé notamment, Laurence Contarassu pour General Electric, Healthcare et le SNITEM, Sacha Loiseau, responsable de Monakea, dont il est un brillant inventeur ou développeur comme entrepreneur. C'est d'ailleurs aussi un exemple où les technologies spatiales optiques servent aussi à l'imagerie médicale, ce qui était un peu inattendu, mais félicitations pour avoir fait ça. Et puis Louis Champion, la Fédération des prestataires de santé à domicile, Guirec Lelousse de Urgo Medical et de MedTech in France, Christiane Garrier-Reboul qui correspond à Desbron France, et puis Bernard Chelly qui est un des co-animateurs de ce projet et qui est également à l'ANSM. Voilà, nous avons 1h30 devant nous, en gros 1 heure pour les présentations de chacun et puis une demi-heure de discussion et d'échange, tant avec ceux qui sont présents dans la salle que ceux qui sont à distance. Jean-Marc, tu as la présidence. Écoute, merci Grégoire. Je ne vais pas refaire l'introduction que tu as faite. Je voulais juste préciser effectivement que cette table ronde, c'est le résultat de la publication dans les réalités industrielles de ce numéro sur les dispositifs médicaux. Dispositifs médicaux, j'aurais du mal à les définir en 3 mots parce que c'est un domaine extrêmement vaste, large. On dit que ça va de la compresse au scanner.
au passage, on a oublié les bas de contention, on a oublié les dispositifs d'injection, etc., etc. Il y a plus de 30 contributeurs et contributrices dans ce numéro. Je voulais d'abord, au nom de Bernard Célie, qui on a coordonné ce numéro, vous remercier tous d'avoir pris le temps, parce que c'est du temps d'écrire un article sur un sujet, même si c'est un sujet qu'on connaît tous les jours, mais c'est quand même il faut l'écrire. Et je tenais à vous remercier. Je vous remercie, vous qui êtes présents, mais également ceux qui sont présents, pas dans la table ronde, mais vous aurez l'occasion d'intervenir, puisque vous êtes... toute personne peut intervenir, y compris, bien entendu, celles qui sont de l'autre côté de l'écran. Et Grégoire surveillera de très près si des questions sont posées, et il sera votre relais. Voilà. La table ronde va se faire en réalité en deux parties. Nous allons d'abord avoir une première partie avec les 4 premiers intervenants que Grégoire a cités, puis nous ferons une pause. Alors non pas pour aller prendre le café, mais pour prendre des questions et animer cette discussion. Quelques sujets, tu as commencé à en évoquer quelques-uns, pourront faire l'objet de cette discussion. Et puis, on reprendra après la discussion avec les 3 intervenants suivants sur et également, même système, on fera une table ronde réellement. On ne se limite pas, bien entendu, c'est-à-dire que toute personne qui veut intervenir de la première table ronde dans la deuxième peut le faire, et de la deuxième dans la première également. Ne nous limitons pas. Notre seule limite, ça va être le temps. Et je vais avoir le mauvais rôle de vous rappeler que nous prenons un peu de retard sur un horaire que nous n'avons pas d'ailleurs établi précisément. Donc, première partie, première table ronde, donc 4 intervenants. Je vais vous demander de vous présenter, de présenter votre vision du panorama des dispositifs médicaux. Alors, Michel, tu auras Michel Raoult, tu auras le rôle de faire le panorama vu de l'État. La charge lourde. Madame Laurence Contarassu, en tant que présidente du SNITEM, donc le syndicat professionnel d'une partie des dispositifs médicaux, puisque tous ne sont pas dans le SNITEM, pourra nous faire sa vision à la fois nom de ce syndicat, mais également en tant que présidente d'une grande entreprise, GE, qu'on ne présente pas et qui est aussi un acteur important en France en termes de recherche et de développement. Sacha Loiseau aura la charge, en tant que vice-président de MedTech in France, de présenter une vision peut-être plus sur l'innovation. Et puis Louis Champion, pardon, est-ce que tu es derrière? Je suis derrière le pilier. Oui, tu es derrière le pilier, excuse-moi. Donc Louis Champion est président de la Fédération des prestataires de santé à domicile. C'est une particularité des dispositifs médicaux, c'est de ne pas être dans le monopole pharmaceutique. On trouve des dispositifs médicaux, bien entendu, dans les systèmes de distribution classique, donc les pharmacies d'officine, mais également certains prestataires fournissent directement auprès du patient ces produits. Et c'est une spécificité, je crois, important que vous nous présentiez le panorama vu des prestataires. On commence tout de suite. Donc, pas trop longtemps. Je ne donne pas un timing, mais pas trop qu'on puisse discuter. Et je sais qu'on a déjà fait une pré-réunion et on sait qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Michel, à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déjà, merci pour l'invitation. Alors, il me revient cette lourde responsabilité d'introduire les débats. Donc, je vais essayer de présenter un peu le panorama des enjeux de la filière vu de notre perspective. Alors, peut-être pour commencer, la filière, c'est une filière qui est extrêmement... Alors, on l'a rappelé dans les propos introductifs, c'est une filière qui est hétérogène, qui est composée à très très grande majorité aussi de PME. Donc, c'est un tissu particulier, ce qui nous invite à regarder le secteur du dispositif médical avec une lentille un peu différente
C'est plus complexe que le médicament, et donc ça suppose aussi de notre part de l'adaptabilité, de l'agilité aussi dans la façon dont on étudie les problématiques du secteur du dispositif médical. Je vais peut-être revenir sur cinq enjeux qui me paraissent les plus importants. Le premier, c'est celui de l'accompagnement de la filière. Alors on l'a dit aussi, il y a eu des règlements européens qui ont eu un impact plus que significatif sur la filière, donc à la fois côté dispositif médical et dispositif de diagnostic in vitro. Donc ce sont des sujets sur lesquels on avait déjà été alerté il y a plusieurs années, où on a mis en place dans France 2030 un guichet d'accompagnement pour les entreprises pour qu'elles puissent être accompagnées par des experts pour leur monter leur dossier de marquage CE. Donc c'est un guichet qui a porté déjà ses fruits, 200 entreprises qui ont été accompagnées. Des masters aussi qui ont été créés pour former plus aussi d'experts, justement pour aller dans les entreprises pour les dossiers de marquage CE. Donc c'est un exercice un peu d'équilibriste qui vise finalement à concilier évidemment la prévisibilité pour les industriels, mais aussi le respect des engagements et des enjeux vus par la Commission pour une meilleure sécurité sanitaire. La Commission travaille aussi à une révision de ce règlement, donc on y est évidemment attentif, et on sera évidemment à l'écoute aussi de vos propositions pour améliorer ce règlement. Le deuxième enjeu que nous voyons, c'est celui de l'accompagnement à l'innovation. Alors la filière, ça tout le monde dans cette salle le sait mieux que moi, et historiquement bénéficie d'un terreau de R&D extrêmement fertile en France, un terreau historique, et puis beaucoup de nouvelles innovations qui vont arriver avec les technologies de la fabrication additive, l'impression 3D, les technologies du numérique, l'IA, etc. Et donc c'est évidemment des sujets sur lesquels la France doit se positionner en avance de phase pour pouvoir conserver le leadership industriel et technologique dont elle dispose. Le secteur des dispositifs médicaux, c'est le deuxième secteur en Europe en termes de dépôt de brevets, donc devant la pharma, devant la biotech. Donc ça démontre aussi qu'il y a une énorme effervescence dans ce domaine-là. Donc dans ce cadre-là, dans France 2030, on a aussi déployé un certain nombre de dispositifs d'accompagnement. On les a focalisés suite à une consultation sur 4 domaines technologiques qui nous paraissaient les plus stratégiques, donc qu'on a structurés en grands défis. Donc les quatre grands défis sont la robotique chirurgicale, les dispositifs médicaux implantables, le numérique en santé mentale et la perte d'autonomie, donc qui concilie à la fois des enjeux sociétaux avec l'accompagnement du vieillissement de la population qui est effectivement un enjeu majeur, et puis les domaines sur lesquels on sait que la France dispose d'une solide base industrielle et d'une avance technologique. En parallèle de ça, au niveau européen, on déploie aussi ce qu'on appelle le projet important d'intérêt européen commun, le PIEC, donc avec 3 priorités qui ont été également identifiées: la conception écologique des dispositifs médicaux, la question des dispositifs médicaux implantables avec les enjeux de biocompatibilité, notamment avec les tissus, et la question de l'imagerie, en particulier tout ce qui est imagerie nomade, compacte, mobile, etc., qui sont là encore une fois des secteurs où on dispose d'atouts technologiques. Traditionnellement, dans les feuilles de route, dans les stratégies que la DGE déploie, on a toujours ce volet innovation et à l'inverse aussi un volet réindustrialisation, avec la question de la relocalisation des produits, des dispositifs médicaux qu'on pourrait considérer comme stratégiques. Alors le ministre de la Santé et le ministre de l'Industrie ont annoncé récemment la feuille de route pénurie pour les dispositifs médicaux. Donc cette feuille de route est le fruit d'un travail conjoint, donc industrie et santé, qui résume assez bien la façon dont on voit le sujet. En ce qui concerne la partie l'axe finalement anticiper les pénuries, où c'est là finalement que la DGE va intervenir sur la question de construire une base industrielle solide qui permet de ne pas être surpris par une éventuelle nouvelle crise Covid, que bien sûr personne n'espère, mais sur ces questions-là, notre façon de voir les choses, c'est qu'il y a deux volets qui doivent être regardés en même temps. Le premier, c'est la question de l'offre
Donc il faut qu'on puisse accompagner des projets de relocalisation de la production de certains dispositifs médicaux stratégiques. Donc à ce titre, France 2030 a déjà financé une trentaine de projets dans des secteurs très variés, donc cardiologie, orthopédie, diagnostic in vitro et ophtalmologie notamment. Donc c'est un effort qu'on entend poursuivre. On a mené aussi une consultation de la filière sur notre site internet pour disposer d'une meilleure cartographie des sites de production des dispositifs médicaux en France. Donc l'objectif étant d'avoir cette vision cartographique industrielle pour identifier là où on a des vulnérabilités et y remédier si besoin. Travail qu'on fera évidemment avec le ministère de la Santé. Et en parallèle du volet offre, il y a le volet demande, avec la question de comment on s'assure que on arrive à pérenniser les business models de la production en France. Donc il faut évidemment, donc à côté de l'accompagnement financier, donc traditionnellement en capex, la question de comment on s'assure qu'on arrive à rémunérer correctement ceux qui produisent en France. Alors il y a eu des avancées, je sais que j'anticipe évidemment dans les questions, on nous dira que ça va pas assez loin, mais voilà, c'est un travail qui prend du temps. J'ai souligné que le secteur était plus complexe que celui du médicament, voilà. Mais il y a déjà la loi, donc le PLFSS 2022 avec l'article 65 qui donne la faculté au gouvernement de fixer des prix en fonction de la sécurité d'approvisionnement. Donc ça c'est déjà un premier pas. L'accord cadre signé avec le CEPS emporte aussi un certain nombre d'avancées significatives et le volet hospitalier n'est pas en reste non plus, avec la question des achats souverains et la circulaire qui avait été rédigée par la DGOS et qui invite également les hôpitaux à prendre en compte les critères de sécurité d'approvisionnement dans un certain nombre de leurs achats hospitaliers. Pour terminer, parce que je pense que je suis déjà très long, peut-être deux derniers sujets. Le premier, la question de la décarbonation. Donc notre mantra à la DGE, c'est de considérer que réindustrialiser en France, c'est décarboner notre économie, puisque grâce à notre mix énergétique, on bénéficie d'un certain nombre d'avantages en termes de carbone. Donc on essaye de faire comprendre partout, y compris à Bruxelles, que il faut qu'on concilie économie et écologie. Et donc finalement, lorsque on soutient notre industrie et qu'on relocalise de la production en France, on diminue et on décarbone notre scope 3. On a développé une première méthodologie d'évaluation de l'empreinte carbone des médicaments, qui est un premier pas aussi pour mieux prendre en compte finalement l'empreinte carbone des produits de santé dans nos politiques publiques. Donc on est encore en train de travailler sur le médicament et l'objectif est de poursuivre le travail ensuite sur le dispositif médical dans un second temps. Et le cinquième et dernier point, et ensuite promis je m'arrête, c'est la question des données de santé, et de l'impact du numérique de manière générale dans le secteur des dispositifs médicaux. Donc il y aura évidemment un impact de l'IA et des technologies numériques qu'il faut qu'on anticipe sur d'une part l'industrie et puis aussi de manière plus générale sur l'organisation du système de soins. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont déjà été faites aussi. Le règlement européen données de santé, qui est une première avancée. Une feuille de route conjointe qui a été publiée aussi avec le ministère de la Santé qui vise justement à mieux à favoriser l'exploitation des données, l'usage secondaire des données de santé. Et donc là, on espère vraiment, on veut voir aussi fleurir un écosystème finalement public-privé autour du partage de la donnée, puisque il n'y a point d'IA sans espace de données compétitif. Voilà, et donc on avait déjà un appel à projet sur les données de santé d'une centaine de millions d'euros avec 16 premiers projets qui ont été financés. Donc l'objectif est de continuer évidemment dans cette direction. Voilà, j'ai été très long, mais j'imagine qu'on aura évidemment l'occasion de revenir sur certains points par la suite. Merci. Merci Michel. Bon, écoute, tu nous as fait là un panorama complet quasiment de toutes les questions qu'on va devoir aborder autour des deux tables rondes. Donc merci à toi. Sans transition, comme on dit à la radio, Madame Contarassu va nous présenter son. Alors, c'est pas encore les réponses, hein, Michel. Hein, on va attendre un petit peu, mais quand même. Voilà. Mais voilà, votre panorama. Voilà.
Je vais quand même appuyer sur ce qui a été dit. Donc, moi, j'ai la lourde charge de représenter à la fois le SNITEM, qui est le syndicat des dispositifs médicaux, et aussi General Electric Healthcare, qui souvent on ne le sait pas, mais est la société de dispositifs médicaux la plus importante tant en termes nombre d'employés, puisque c'est 2800 personnes en France, et sous pavillon américain, j'allais dire, mais une société française, et en ce moment, et surtout en ce jour des annonces de M. Trump et de l'augmentation des taxes douanières, c'est quand même un jour très particulier pour faire cet événement. Alors pourquoi parce que, alors merci M. Raoult pour tout ce que vous avez dit. Je pense que en vous écoutant, je me suis dit ce serait fabuleux si en fait c'était aussi simple. C'est quasiment des vœux pieux, parce que j'avoue que quand j'entends rémunérer correctement ceux qui produisent en France, tous autant on est autour de la table et on produit tous en France, c'est clairement pas le sentiment qu'on en a. Par contre, je vais commencer par un autre point, puisqu'on est rentré quand même dans des éléments très techniques pour le moment, et moi j'aurais un vœu pieux, qui serait que, en fait, ce très beau livre, Réalité industrielle, eh ben, ça puisse être le best-seller de l'année 2025 ou 2026. Alors, ça dépend de vous. Pourquoi je vous interromps une seconde. En gros, on a un peu plus de 100 000 hits par mois sur le site. Donc et il y a d'autre part une cible principale de dirigeants, cadres supérieurs, tant publics que privés, plus quelques journalistes qui font que normalement ce qu'on écrit là est lu. Alors, voilà. Moi je vais même aller un peu plus loin que vous, parce que le dispositif médical, ça touche absolument toutes les familles. Et excepté que, alors j'ai travaillé, comme vous le savez tous, j'ai fait 20 ans chez Medtronic. Quand je disais Medtronic, on me disait « Ah, ça fait des antennes ». Et quand je parle de General Electric Healthcare, on me dit « Ah, pourquoi Alstom fait autre chose que des trains ?» Et je pense que c'est la réalité de notre pays. Alors pourquoi je commence par ça? Parce que je pense qu'il serait bon que l'ensemble de notre population et de nos concitoyens se rappellent qu'il n'y a pas de santé, en fait, et pas de système de santé sans dispositif médical. Quasiment, nous avons tous des parents, des grands-parents qui vont avoir un pacemaker. Vous avez parlé des pansements. On a tous des pansements. Et on ne peut pas faire de diagnostic sans IRM. Et j'en passe, en passant par les stents et les stimulateurs. Et je ne peux pas tout citer, et entre autres, toutes les nouvelles technologies comme Monakia. Quand on parle souvent de dispositif médical, on va penser aux innovations technologiques. Et vous l'avez rappelé, les innovations technologiques, c'est important. Mais surtout, les innovations technologiques, elles permettent en fait de faire des innovations organisationnelles. Et là, je pense que déjà, on est un peu complexe. Alors, j'aimerais rappeler l'un des grands apports en fait du dispositif médical. Si on a pu autant augmenter, par exemple, tout l'ambulatoire dans notre pays, eh bien, c'est grâce au DM, parce que cette innovation technologique, eh bien, elle a permis les impacts en termes d'innovation organisationnelle par exemple, la miniaturisation ou le changement des pratiques médicales. Et là encore, je pense que c'est un vœu pieux, parce que peu de personnes, en fait, seraient capables de le résumer de cette façon, et j'allais dire aussi simple et compréhensible par tout le monde. Vous l'avez rappelé, là aussi, c'est souvent peu connu, c'est 84 000 emplois, c'est à peu près 1350 entreprises, et c'est surtout 30 milliards de chiffre d'affaires et plus de 10 milliards d'euros à l'exportation. Et je pense qu'autant que nous sommes là autour de la table, vu ce qui est en train de s'annoncer en ce moment, nous sommes tous très inquiets pour ceux qui exportent aux États-Unis. Et à l'inverse, je peux vous dire qu'en tant que société américaine, il y a aussi énormément d'inquiétudes sur à quoi ressembleront les prochains mois. Alors, c'est un secteur extrêmement divers, ce qui en fait d'ailleurs un secteur beaucoup plus compliqué, que vous l'avez dit, que le médicament, avec des métiers extrêmement divers, puisqu'on va de la plasturgie au tissage, en passant par l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, vous l'avez dit, extrêmement clé pour le numérique, mais il faut aussi se rappeler qu'il n'y a pas un équipement qui n'a pas passé en fait un scanner, qui n'a pas passé un IRM, et dans tous ces matériaux, il y a maintenant depuis très longtemps de l'intelligence artificielle. Alors, vous en avez un petit peu parlé, Monsieur Raoult, on parle de souveraineté qui est un de nos objectifs dans notre pays, et là, soyons honnêtes, cette souveraineté, elle est en danger. Vous avez noté, et j'ai bien noté, la relocalisation pour l'orthopédie. Il y a quelque temps, il y avait plus d'une quinzaine de sociétés françaises. Il y en a maintenant, je crois, et ça il faudrait voir, mais je crois 2 ou 3 qui sont vraiment françaises. Donc là, on est vraiment loin du vœu pieux.
Ensuite, vous avez parlé de la rémunérer correctement ce qui produit en France. Là aussi, ce serait très très bien. On est dans un pays où en fait les prix sont souvent les plus bas d'Europe. Et pour être honnête, en tant qu'industriel, on a quand même souvent l'impression d'être plutôt une variable économique que d'être des industries qui comptent vraiment. Et je garde le sourire en te disant, mais je pense qu'on n'a pas toujours le sourire. Donc, en résumé, si je fais une synthèse, eh bien, je pense qu'en tant qu'industrie française, il y a urgence et urgence à être réaliste. Donc, oui, il nous faut un cadre, oui, il faut qu'on avance, mais je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus ensemble. Pourquoi? Parce que c'est une industrie extrêmement innovante, mais vous l'avez dit, complexe, avec un tissu industriel extrêmement diversifié. La croissance des sociétés de notre pays, elle est de 2,5%. Quant à l'export, on fait 4 à 10% de l'export. Alors, on a été extrêmement fiers, un peu moins maintenant, d'être dans la Startup Nation, avec des gens, et j'en ai un à ma gauche, extrêmement, j'allais dire, intelligents, entrepreneurs, avec des tas de bonnes idées. Mais maintenant, on le sait, toutes ces sociétés ont énormément de mal à se refinancer. Et quand on a des startups, je pense que ce que l'on doit et ce que l'on doit être en capacité de faire, c'est pas de les vendre, mais c'est de les faire grandir. Parce qu'on a des vraies fiertés dans notre pays. Et là, j'allais dire qu'elles sont à ma droite, pour le coup, avec de très belles ETI, comme Urgo, Vigon ou Tuan, par exemple. Et là, on peut en être très fiers. Alors, vous l'avez un petit peu résumé, les contraintes à transformer en éléments positifs, parce qu'en fait, on a beaucoup de contraintes. Comment on les transforme en tous les éléments positifs que M. Rao nous a donnés? Eh bien, en effet, elles sont nombreuses. Et pourquoi je dis à les transformer en positifs? Parce que je pense qu'il y a vraiment du potentiel, mais elles nous sont coûteuses. Le MDR, la RSE, la formation, le recrutement, là aussi, ce sont souvent des enjeux extrêmement importants. Alors, on est dans une industrie qui est passionnante. Je pense que tous autour de la table que l'on est, on est des passionnés et depuis toujours. Et on est tous extrêmement fiers, autant qu'on est, de participer à ce Made in France qui doit nous permettre d'arriver à l'ensemble des objectifs que M. Rao nous a donnés. Alors, il y a de nombreux sujets qui sont abordés, et d'ailleurs, c'est dommage, mais l'heure ne nous aurait pas suffi pour tout aborder. Moi, je vais juste résumer un petit peu celle de l'imagerie médicale, parce que l'imagerie médicale, c'est clairement un des piliers des dispositifs médicaux modernes. Pourquoi? Parce qu'on parle de médecine de précision. La médecine de précision, bien que c'est quand on est un patient, où est-ce qu'on va se faire opérer le plus vite possible par le meilleur médecin et d'être certain surtout qu'on soit diagnostiqué le plus tôt pour avoir le plus de chances, j'allais dire, d'être guéri. Et la France, eh bien, c'est aussi un des leaders en imagerie médicale avec le Made in France chez General Electric SR, mais pas uniquement. Je vais rappeler un exemple, puisque là, ça touche énormément de femmes. Par exemple, General Electric Healthcare fait des mammographes où on est les seuls, avec un seul site de production mondiale en France. On fait aussi des salles hybrides ou des scanners, d'ailleurs, depuis peu, puisque ça, c'est quelque chose dont je suis assez fière d'avoir amené une chaîne de scanners en France. Pour le coup, ça revient en effet à la relocalisation. Alors, quand le dispositif médical innove au service des patients et du système de santé, eh bien, pour cela, ça nous permet en effet de continuer à être, j'allais dire, leader. On a l'intelligence artificielle, on a la recherche, on a une capacité à partager la valeur afin de transformer notre système de santé, puisque le dispositif médical, c'est ça aussi que ça va nous permettre de continuer à se transformer système de santé pour que tous les patients puissent être soignés, ce qui est cher à l'ensemble de nos concitoyens. Car nous, industrie de santé, eh bien, je pense que nous sommes extrêmement fiers d'être des acteurs de santé et on a besoin de travailler tous ensemble au service des patients pour, j'allais dire, reprendre tous vos points, Monsieur Rao, qui nous tiennent aussi à cœur, qui sont nos enjeux tous communs. Merci, Madame Contarassu. Vous avez commencé aussi à aborder quelques grands sujets. On va passer la parole à Sacha Loiseau. Alors, la première fois que j'ai vu Sacha Loiseau, c'était il y a plus d'une dizaine d'années. J'étais du côté de l'État, on va dire, et dans une table ronde. Et publiquement, il m'a pris à partie en me disant « Monsieur Grenier, ma société produit quelque chose. Je suis dans les hôpitaux en Italie, je suis dans les hôpitaux en Allemagne, je suis dans les hôpitaux au Benelux. Je ne suis toujours pas en France. Qu'est-ce qu'on peut faire ?»
Bon, c'était il y a 10 ans, donc il y a plus le sujet doit plus exister, Sacha. Le sujet, malheureusement, non seulement existe, mais de pire en pire. Alors, merci beaucoup de me donner la parole. Je suis ravi de faire partie de cette petite réunion et aussi de passer après toi, Laurence, parce que comme ça, le ton est donné et il me convient bien. Alors, peut-être avant de parler effectivement des enjeux, des problèmes, peut-être un petit mot de présentation. Donc, moi, j'ai fait mes études en France, mais j'ai passé une grande partie de ma vie aux États-Unis. Et après des études en astrophysique, je suis effectivement reparti aux États-Unis pour travailler à la NASA. Et pendant les années que j'ai passées là-bas, je me suis intéressé, grâce à un de mes directeurs de thèse, à l'application, comme vous le disiez, de techniques d'observation astronomique et l'observation du corps humain. J'étais passionné par ce domaine déjà aussi, et puis je viens d'une famille d'entrepreneurs et donc j'avais toujours eu l'intention à un moment de créer quelque chose. J'ai décidé de rentrer en France pour créer cette société à un moment où la création d'entreprises innovantes démarrait à peine. C'était la fin 1999, un autre siècle. Et pour la petite anecdote, je rappelle qu'avant la loi Allègre de 99, ou je sais plus, c'était 98-99, des chercheurs français n'avaient pas le droit de participer à la création d'entreprises. Donc on voit qu'on était quand même vraiment dans un autre siècle. Donc j'ai décidé pour des raisons personnelles mais aussi professionnelles de créer la société en France pour avoir bénéficié d'un environnement que je connaissais bien, l'environnement académique, avec des relations avec des laboratoires hospitaliers, l'INRIA et d'autres labos. Et puis donc là, j'ai découvert un monde un petit peu idéal. Donc ça commençait, ça s'appelait pas encore la Startup Nation à la française, il n'y avait pas encore la French Tech, mais il y avait, à l'époque, ça s'appelait l'ANVAR, on avait le droit à des subventions, les gens étaient très contents, il y avait le premier concours d'aide à la création d'entreprises innovantes, etc., etc. Donc, fast forward 5 ans, où pendant ces 5 années, on est aidé, on trouve un peu d'argent à droite à gauche avec des investisseurs. Il commençait à y avoir en France ce qu'on appelle des business angels, donc des gens qui avaient bien réussi. Moi, j'ai eu la chance de croiser le chemin des fondateurs de GEM+, qui ont investi chez moi, d'autres investisseurs entrepreneurs, tous, qui ont permis de démarrer. Et puis, on a réussi quelque chose d'incroyable. On est parti d'un concept qui était, il faut réinventer l'imagerie des tissus in vivo, et il faut en particulier faire venir le microscope à l'intérieur du corps humain, parce que pour diagnostiquer un cancer, à un moment ou un autre, il faut regarder un tissu au niveau microscopique, donc sous un microscope, mais ça se fait après avoir pris une biopsie et après avoir envoyé la biopsie dans un labo. Et nous, on s'est dit, on a interrogé des centaines de médecins, on s'est dit, ça, c'est un processus qui est très peu optimal. Et donc, il faut inventer un microscope qui va permettre aux médecins d'avoir le pouvoir de regarder les tissus au niveau microscopique pour guider leurs gestes, pour décider de prendre une biopsie ou pas, etc. Et puis, on a réussi. Donc, on a une prouesse technologique incroyable, on a déposé énormément de brevets. Et 5 ans plus tard, on a un premier prototype, disons, qui passe des accords réglementaires et qui peut être utilisé sur des patients. Et donc là commence l'histoire, bien sûr, clinique. Et là, on découvre une deuxième phase qui n'est pas du tout la même que la première. Donc là, déjà, il faut travailler avec des hôpitaux français. Il faut travailler avec des administrations françaises. Il faut faire des tas de choses de ce type-là. Et là, ça n'est pas du tout donc la même limonade, comme on dit. Et on n'a que des portes fermées, que des obstacles, que des problèmes. Donc, après s'être pris toutes ces portes dans la figure et se rendre compte que c'était si difficile, bien sûr, comme on est très internationaux, on va aux États-Unis et là, on arrive à Stanford où il y a un tapis rouge pour nous et où il y a un grand chercheur qui nous dit « J'ai des millions de dollars en subvention, justement pour un programme qui inclut ce genre d'innovation et dans 3 semaines, on peut commencer à faire des patients à l'hôpital de Stanford. » Même chose à Munich, où à la clinique Reich-Derrizar et à la TUM, on nous dit mais là c'est notre rêve absolu de faire ce genre de choses, on finance tous vos essais cliniques, vous pouvez venir quand vous voulez, vous venez avec votre machine, avec vos sondes, etc. et ça commence. Et donc démarre pendant des années des essais cliniques en Allemagne, aux États-Unis et puis après dans d'autres pays. Et ces essais cliniques se passent très bien. Et donc quelques années plus tard, on revient en France pour parler aux médecins français. Et là, ce qu'on entend, c'est non, mais vous croyez quand même pas qu'on va accepter vos essais cliniques que vous avez fait ailleurs alors que vous auriez pu les faire en France. Mais attendez, mais on est venu vous voir d'abord pour les faire en France et vous nous avez dit que c'était pas possible. Bon, voilà, vous avez compris le paradoxe. Donc, sans parler pendant des heures de tout ça, parce que je pourrais,
Moi, ce qui me vient à l'esprit, encore une fois, avec la France, à bien des égards, pas uniquement pour les dispositifs médicaux, c'est toujours le paradoxe. Le paradoxe d'avoir des très grands médecins, très grands chirurgiens, très grands chercheurs, plein d'entrepreneurs, plein de jeunes ingénieurs ravis de pouvoir entreprendre dans, en particulier, ce domaine passionnant des technologies médicales innovantes, et puis d'avoir autant de freins pour pénétrer le système de santé français qui, et on le dit depuis 20 ans, hein, on n'a pas commencé il y a 2 ans, est un système en silo, comme on le sait, où il y a absolument, on a l'impression que tout est fait pour briser sa capacité à admettre de l'innovation. Dans le système de santé, il y a aussi les médecins. Bien sûr, les médecins d'aujourd'hui ne sont plus les médecins qu'il y a 20 ans. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que culturellement, on n'avait pas du tout ce qu'on voyait dans d'autres pays. Donc des médecins qui considéraient finalement que l'industrie, au sens large, évidemment quand on dit l'industrie, on sait qu'il y a l'industrie pharmaceutique derrière, l'industrie au sens large était là pour leur payer tout, y compris des billets d'avion pour aller dans des tas d'endroits sympathiques, faire des week-ends, etc. Bon, on connaît toutes ces histoires. Et c'est vrai que quand on est une start-up et qu'on a très peu d'argent et qu'on dit non mais attendez, non, nous on peut pas payer tout ça, on peut pas faire ça, ben, on avait donc toutes ces portes fermées. Donc on a ce paradoxe d'avoir tous les bons ingrédients et évidemment on ne favorise pas d'abord le fait que les start-up françaises puissent réussir en France. Et quand on n'arrive pas à démarrer en France et qu'on veut aller à l'international, c'est la double ou la triple peine, parce qu'évidemment c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus cher, même si les essais cliniques peuvent se faire plus rapidement, mais c'est quand même très compliqué d'aller faire ces essais cliniques en Australie, qui est l'endroit où toutes les startups françaises vont les faire aujourd'hui. C'est quand même un peu un comble. Et puis bien sûr, ensuite il faut lever encore plus d'argent, etc., etc. Et bien entendu, à l'international, par exemple, vous le citiez, Jean-Marc, en Allemagne, etc., il y a quand même des gens qui disent « Mais alors, mon ami, le professeur Intel des Hospices civils de Lyon, il utilise votre machine ?» Ah non, il n'utilise pas notre machine parce que c'est pas remboursé en France et il n'y a pas d'argent. Ah bon, bah alors ça ne doit pas être si génial quand même. Donc, fast forward encore 10 ans, eh bien, la réalité aujourd'hui, c'est que, par exemple, on est maintenant inclus dans les recommandations de bonnes pratiques médicales européennes, et on n'arrive toujours pas à ce que notre dossier qui est sur la table du responsable de l'évaluation à la Haute Autorité de Santé sorte positivement et nous permettent d'être remboursés en France, alors que donc tous les médecins européens ont une recommandation qui est pour caractériser une lésion du pancréas, vous devriez utiliser le Cellvizio qui est notre machine. Et ça fait des années que ça dure. Donc malheureusement, rien n'a changé, en tout cas pour nous, et malheureusement, ce n'est pas que pour nous, puisque je peux citer des dizaines d'autres sociétés, dont d'ailleurs des grandes sociétés qui rencontrent les mêmes problèmes. Alors c'est aussi pour ça qu'on a créé Medtech in France, mais je laisserai Guirec bien sûr plus tard en parler plus. Et je finirai par dire une dernière chose dans cette présentation, c'est que un secteur comme les technologies médicales requiert des solutions holistiques. On ne peut pas juste réparer un problème d'évaluation à la HAS. Ça ne suffit pas. Il faut aussi réparer le problème du financement, le problème des analyses financières, le problème des sociétés qui peuvent les racheter, le problème de la fiscalité, le problème de la production en France, etc., etc. C'est compliqué, mais si on ne s'attaque pas de façon holistique à la filière des technologies médicales et qu'on n'essaie pas de tout réparer et de faire un ensemble complet, malheureusement, on va mettre des rustines sur un pneu qui est crevé un peu partout. Voilà. Merci. Je savais que vous interviendriez de façon dynamique. Je crois que Michel, il y a des questions qui te seront posées après. Monsieur Champion, donc président de la Fédération des prestataires de santé à domicile, je vous laisse la parole. Voilà, j'ai allumé mon petit micro. D'abord, merci. Je suis absolument ravi d'être dans cette assemblée. Très impressionné de parler après Sacha. Alors, je vais vous décevoir un peu parce que, en fait, les prestataires de santé à domicile, la FEDEPSA, ce ne sont pas des industries, c'est des sociétés de services. Donc, c'est quand même une différence qui est vraiment très essentielle.
Le métier des prestataires de santé à domicile, c'est d'installer des DM chez les patients, au domicile des patients, et de faire en sorte que ça marche. Donc c'est des sociétés de services. Ces sociétés de services, ça répond à deux injonctions, aux patients et aux médecins. Le médecin décide, fait une prescription, et le patient doit être équipé, et ça doit absolument marcher. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important. C'est ce qui domine tout le secteur de la prestation de santé à domicile. Une fois qu'on a dit que ce sont des services, on va dire aussi autre chose. Donc en fait, c'est une réticulation sur l'ensemble du territoire. Tout le territoire est couvert. Il n'y a pas de déserts médicaux dans la prestation de santé à domicile. C'est un système qui irrigue l'ensemble du territoire avec tout ce qui est tous les médecins et les IDEL en ville, en libéral, et qui va faire le lien avec les hôpitaux. Donc ça, c'est vraiment une autre caractéristique. L'autre point qui est essentiel et que moi j'aime bien parler des succès et des choses qui marchent. Je suis assez pragmatique. Alors, je suis pas très intelligent, mais je suis assez bourrin et assez pragmatique. Il y a un truc qui marche, c'est la France a mis en place le télémonitoring dans l'apnée du sommeil. On parle de 1 800 000 patients. C'est la plus grande opération que je connaisse au monde. Les patients sont suivis tous les jours. Les PSAD ont des plateformes. Quand on parle d'IA, ils ont de l'IA. Ils ont développé eux-mêmes leur plateforme. Et donc, les patients sont suivis quotidiennement. D'accord ? Ça, et on a un taux d'observance de 80%. Il n'y a pas d'autres pays au monde qui soient aussi performants. Donc on est capable d'avoir des politiques de santé publique qui marchent. Alors après, l'autre point, il s'agit de dimensionner pour comprendre les enjeux. On parle de quoi? En fait, on va parler de 4 millions de patients, ce qui est quand même pas rien. 4 millions de patients. Comme Bernard est là, on va être obligé de parler d'argent, évidemment. On parle d'une dépense présentée à l'assurance maladie d'environ 5 milliards. Et là, on a tout de suite un sujet. On a un sujet, c'est le nombre de patients. Et les patients qui sont pris en charge sont globalement, d'accord, des patients avec des pathologies chroniques. Les pathologies chroniques, je ne vous fais pas un dessin, le vieillissement, le machin, le truc. Bon, globalement, tout ce petit monde croît de 7% par an. Bernard nous dit justement, régulièrement, parce il sait être dur, il dit, mais ouais, moi j'ai un Ondam à 3%. Donc on voit d'emblée, j'ai 4% d'écart. Ces 4% d'écart, comment on fait pour les récupérer? Donc jusqu'à présent, on les récupérait à l'ancienne en faisant des coups de rabot. Et ça saigne partout, et ça hurle. Et maintenant, les sociétés sont à l'os. Donc il faut réinventer une autre manière de travailler. Alors, avant d'aborder ce sujet, et là on est sur le dilemme, on est le dilemme, qu'est-ce qu'on en fait de nos anciens? Qu'est-ce qu'on fait des pathologies chroniques? On les soigne ou on les soigne pas? Parce que finalement la question elle va rapidement se poser comme ça. Et on ne parle pas de personnes, c'est pas anecdotique. On parle de 4 millions de personnes. Donc il y a du monde, Il y a du monde. Le diabète, les pompes à diabète, Laurence, 100 000 personnes qui sont prises en charge par les pompes. Il y a une diffusion de l'infonovation par les prestataires qui est extrêmement puissante. Extrêmement puissante. Les prestataires, c'est aussi des gens qui font gagner du temps médical. Si les prestataires n'existaient pas, comment on ferait? Ça serait du temps médical pris. Donc imaginez sur les économiques. Combien... Alors sur les 4 millions, moi je fais une digression parce que je l'aime bien celle-ci. Sur les 4 millions de patients, il y en a 1 800 000 dans l'apnée du sommeil. D'accord? Il y en a dans le respi, il y en a 100 000 dans le diabète. Il y en a combien qui sont pris en charge en perfusion à domicile? Il y en a 600 000. Les prestataires, c'est un facteur d'externalisation des soins qui est absolument considérable. C'est 3 fois l'HAD. Et c'est des patients aigus. C'est la seule différence avec le reste. D'accord? Donc c'est un facteur d'équilibre du système de santé qui est absolument majeur. Alors, ils ont aussi 3 caractéristiques, les prestataires de santé à domicile. Je fais comme vous, Laurence, j'essaie d'étaler ma vertu.
Ils ont... C'est un reproche. Non, c'est pas un reproche. C'est pas un reproche. Ce sont des secteurs extrêmement réactifs. D'accord? Et c'est réactif par structure et par nature. Parce qu'ils sont centrés sur le patient, ils sont centrés sur le médecin. Et donc, il faut que ça aille vite et que ça arrive tout de suite et bien. Et c'est ça la santé de proximité. La santé de proximité, c'est l'intimité de la santé là où elle est produite en ville, là où elle est produite à l'hôpital. Il y a cette intimité qui est absolument indispensable et qui fait que ça marche et que ça marche vite. Et alors, l'exemple même, c'est Covid. Qu'est-ce qui se passe dans le Covid en réalité? Bon, tout un bordel, c'est entendu, mais en vérité, on va essayer de vider les hôpitaux. Qui va vider les hôpitaux? C'est l'EPSAD avec les IDEL. Et ça s'est vidé. Et tout le reste des prestations ont été assurées pendant la période Covid. C'est extraordinairement réactif, un PSAD. C'est extraordinairement résilient. On va parler de l'apnée du sommeil. Que des fabricants d'EDM et des problèmes de matériaux-vigilance, c'est comme de dire qu'un laboratoire pharmaceutique a des problèmes de pharmacovigilance. Ça arrive. D'accord? Ça arrive. C'est pas la fin du monde, ça arrive. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Vous avez 30% des patients français qui n'ont plus de dispositif. Parce qu'il y a un fournisseur qui doit retirer ses équipements. Comment on fait? Vous voyez? Si vous tournez vers les pouvoirs publics, ils vont vous dire « Ah, il faut trouver une solution parce qu'il faut une continuité des soins. » Ah ouais, on est bien d'accord. Comment on fait? Vous voyez? Les PSAD, c'est des structures qui sont capables d'absorber ce genre de crise. Quand il y a une crise de l'énergie, où on vous dit « Attention, il y aura peut-être des coupures d'électricité là. » Alors, vous pensez à votre micro-ondes, à votre bolino le soir, évidemment. Mais il y en a qui sont sous respirateur. Alors, eux, c'est quand même plus compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez les ARS qui vous disent, il y en a combien dans ce coin-là? Comment on va faire? Les PSAD, comme ils vont au domicile, ils ont le nom des patients. Les adresses, ils ont déjà les solutions. C'est déjà fait parce qu'ils ont déjà eu les secteurs, ils ont déjà eu les hôpitaux. C'est des patients qui dépendent de l'hôpital. Donc c'est un extraordinaire système de résilience du système de santé. C'est un système qui permet de traverser les crises. Et c'est ça la santé de proximité. On a des problèmes, on les résout. Alors, le dilemme qu'on a, il est relativement simple. Hein. Le dilemme, c'est il n'y a plus de sous dans les caisses. D'accord? Et il y en a de plus en plus qui sont malades. Donc comment on va faire? Comment on va faire? Donc évidemment, une fois qu'on a raboté les tarifs à peu près partout, que ça commence à saigner, on se dit, on dit deux choses. On dit, d'abord, ces patients, vous n'avez qu'à les prendre. Parce que nous, on perd du pognon, on perd de l'argent. Donc on n'est pas dans le métier de perdre de l'argent. D'accord? Donc reprenez-les si vous avez une meilleure solution. Reprenez-les. On dit, non, pas tout de suite. Il va bien falloir trouver une solution. D'accord? Et là, il y a une responsabilité de la puissance publique. D'accord? On ne peut pas avoir une politique de santé publique sans avoir les moyens en face. Ça, c'est pas possible. Sans mettre sciemment les acteurs en situation de perte économique, il y a quelque chose d'irresponsable. L'autre point, et je ne dis pas ça, j'agresse personne. L'autre point, c'est évidemment, il va falloir faire des efficiences. Il va falloir faire des gains d'efficience le maximum. Or, il n'y a qu'une manière de faire l'efficience, c'est de travailler mieux. Ce n'est pas d'abaisser ses objectifs. C'est de travailler mieux, plus vite et plus juste. Et donc, ça, c'est un des autres aspects que je vous demande et Laurence, vous l'avez abordé rapidement, c'est on est évidemment l'intimité, la compréhension de l'intimité de la production du soin, ça joue énormément. Ça permet de mettre au-dessus une plaque de numérisation des plateformes. On ne peut pas parler à un patient si on ne l'a pas vu, si vous ne connaissez pas. C'est littéralement pas possible. Un homme n'est pas fait pour fonctionner avec une machine. Ça n'est pas possible. Il faut que quelqu'un lui parle. Il faut que la personne qui lui parle ait cette proximité. C'est ce qu'on est en train de faire et c'est des systèmes qu'on peut développer. Donc il y a encore des gains d'efficience. On pourra continuer à accompagner la croissance du nombre de patients sans détruire les sociétés. Voilà ce que je voulais dire à peu près. Merci, Monsieur Champion, de nous avoir présenté cette spécificité des DM, j'insiste, qui sont les prestations de santé à domicile. On va avoir du mal à aborder toutes les questions au cours des 5 prochaines heures, Grégoire. Je commande des pizzas. Donc, je pense qu'il y a une question
qui a été abordée, qui est une question, vous l'avez cité, d'actualité brûlante, qui est le contexte géopolitique, géoéconomique, qui est celui d'aujourd'hui et de demain. Donc je voudrais peut-être qu'on focalise quelques réponses de votre part sur qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte pour assurer la souveraineté. Et la souveraineté, c'est la sécurité d'approvisionnement des patients. Ça a été abordé par M. Champion. Il faut que ce qui est prescrit par le médecin soit délivré et pris par le patient. Donc je voudrais peut-être qu'on se concentre sur cette première question qui est, dans ce contexte, comment on va faire pour garantir aux patients d'avoir des produits au bon moment, au bon endroit, dans un contexte qui est qualifié de fluctuant. Voilà. Michel, peut-être. C'est à moi. Ou tu. Je peux rajouter peut-être à votre question. Laurence. On a beaucoup parlé de souveraineté française, mais est-ce qu'on ne doit pas non plus dresser plutôt la souveraineté européenne? Je rajouterais peut-être, voilà. Michel, si tu. Ouais, je vais tenter une réponse, parce que c'est une question quand même pas évidente. Alors, je pense que on a en fait deux sujets qui sont pas tout à fait indépendants, mais qu'on peut essayer de décorréler, qui est la question de comment on s'assure qu'on a une base industrielle, alors européenne, enfin française et si possible européenne, qui permettent de s'assurer que sur les besoins les plus critiques, enfin sur nos besoins les plus essentiels, on est en capacité de produire pour nos besoins. Et la deuxième question, qui est comment on s'assure, comment on accompagne pour les entreprises à l'export. Et évidemment que les États-Unis sont un marché significatif et que des potentiels, alors je sais pas si c'est effectif ou pas, c'est compliqué à suivre avec Monsieur Trump, mais des annonces éventuelles de droits de douane des États-Unis compliquent évidemment le sujet. Donc j'ai pas de réponse, j'ai pas de réponse évidente là-dessus, malheureusement. Je pense que nous, là, ce sur quoi on se concentre, c'est plus la question de comment on s'assure que on soit en capacité de produire en Europe. Après, la question de la réponse à Monsieur Trump en matière de guerre commerciale, malheureusement, me dépasse un peu. Pardon. J'ai une question purement sur les 10 milliards d'exportations du secteur en France. Combien représentent les États-Unis? Je peux me permettre de répondre à la question peut-être différemment. Sur les 30 milliards de chiffre d'affaires en France, combien représentent les boîtes américaines? Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, alors les boîtes étrangères, c'est 80% à peu près du chiffre d'affaires en France. Si vous posez la même question aux États-Unis, vous allez vous rendre compte qu'en fait, les boîtes, elles sont principalement américaines. Posez la question en Allemagne, elles sont principalement allemandes. Et ça montre bien qu'il y a des pays qui savent répondre à la question que vous posez, qui est celle de la souveraineté. Et donc la question pour moi, c'est comment on fait des belles boîtes françaises ou européennes. Et c'est ça qui va assurer ce que vous appelez la base industrielle solide, ce qui fait la bise. Je trouve ça très mignon. Mais au-delà de l'acronyme qui est joli, je pense qu'il y a cette réalité qui est celle qu'on essaie de créer. Alors un petit exemple sur Urgo, par exemple. Donc Urgo, c'est la plus grande entreprise française des technologies médicales. On fait 900 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près. Et sur les 25 dernières années, on a investi en France presque 1 milliard d'euros, 850 millions d'euros sur l'outil industriel et sur la R&D. Donc on voit déjà, quand on a des entreprises solides, on est capable d'avoir de l'investissement privé en France. Le deuxième élément important, c'est que comme on a investi fortement dans l'innovation, et bien du coup on a des produits innovants. On a des produits qui, dans le traitement des plaies, où on a des plaies qui sont plus mortelles que certains cancers, où l'enjeu c'est de cicatriser le plus vite possible et avec le moins de douleur possible, on a réussi à démontrer qu'on était capable de faire ça 2 fois mieux que tous les autres produits qui existaient sur le marché. Et en faisant ça, eh bien, on résout un autre problème qui est celui de comment est-ce qu'on soigne les patients français. Donc on a un bénéfice médical, mais en plus, comme on cicatrise 2 fois plus vite, on coûte 2 fois moins cher à la sécurité sociale. Et donc c'est là où on voit qu'il y a un alignement qui est possible entre avoir une belle entreprise française qui investit sur le territoire, aider les patients français, et puis résoudre l'équation économique du système français. Donc ça montre que c'est tout à fait possible.
Et comme on est une entreprise française familiale en plus, eh bien, on a décidé de fabriquer tous ces produits-là en France. Et lorsqu'on est devenu une entreprise internationale, parce que c'est comme ça aussi qu'on a grandi, la question de l'export, elle est effectivement importante, on a maintenu 84% de notre fabrication en France. Et donc, ça montre aussi que lorsqu'on réussit ce pari de la souveraineté, on contribue, ce que vous disiez tout à l'heure, à la balance commerciale. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait plus d'urgo en France. Et ça, c'est toute la mission de Medtech in France. Comment est-ce que toutes ces entreprises du secteur, les 1300 entreprises du secteur, ont réussi, toutes ces PME, à en faire des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. Et là, il y a une question qui, pour moi, on ne peut pas éluder. Enfin, il y en a deux, en fait. C'est le prix et l'innovation. Le prix, effectivement, tant qu'on favorise à travers le prix l'importation de produits asiatiques, parce qu'en baissant les prix, à un moment, ça devient plus possible de fabriquer en France. Eh bien, on ne donne pas la chance aux entreprises de réellement pouvoir maintenir la fabrication française. Et là, on parlait, je pense qu'on l'a ressenti à travers toutes les interventions, on est arrivé à un point de bascule du secteur. Quelque part, tout ce que j'ai entendu, ça fait de nombreuses années qu'on en parle. Mais là, il se passe quelque chose en ce moment qui fait que cette conversation, c'est pas la même que celle qu'on a eue l'année dernière et l'année d'avant et pendant les 10 précédentes années. C'est pas la même pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on sort du Covid. Le Covid, ça veut dire inflation. Donc tout le monde a vu son prix de paquet de pâtes qui a augmenté. Nous, on a vu, en tant qu'industriel du secteur, nos coûts augmenter. En revanche, on a vu nos prix baisser. Donc ça veut dire que toutes les marges du secteur se sont contractées. Et le deuxième phénomène, c'est celui dont on parle avec les États-Unis, où on voit bien que chaque pays est en train de se saisir de cette notion de souveraineté, et on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, en France. Donc il faut augmenter les prix des produits fabriqués en France, et principalement les prix des produits innovants. On parlait tout à l'heure de l'article 65 de la LFSS 2022, extraordinaire dispositif qui permettrait potentiellement d'augmenter de 15% les produits fabriqués en France et en Europe. Et donc ça, c'est un dispositif incroyable. Il faut absolument que la doctrine rentre en application. Il faut que ce dispositif puisse être utilisé, parce que c'est toujours pas le cas aujourd'hui. Et il faut que cette doctrine puisse s'appliquer non pas uniquement aux nouveaux produits, mais surtout à tout le tissu industriel existant en France et en Europe. Ça, c'est absolument essentiel. Le deuxième sujet, c'est celui de l'innovation. L'entreprise française ou européenne, elle ne perdure dans le temps que parce qu'elle est plus innovante que ses concurrentes. On a un très bon exemple avec Sacha qui a bien décrit à quel point le tissu il est incroyable. Il y a des ingénieurs, il y a des chercheurs, il y a des médecins, il y a du crédit d'impôt recherche. On est les meilleurs du monde pour faire les meilleures innovations. Et donc il faut que ces innovations puissent accéder aux patients français. Et ça, c'est aussi une très bonne manière que de favoriser la souveraineté française, parce que indirectement, on est plus innovant que les autres. Et donc en favorisant l'innovation, on favorise la France et l'Europe. Merci Guirec, vous avez anticipé sur la deuxième table ronde, où je pense on va on m'avait autorisé à revenir. Oui, bien sûr. Non, au contraire, c'était justement l'objet de cette table ronde, c'est de pas se situer dans des points où on va revenir sur les prix, sauf si Bernard brûle d'envie. Non, mais je peux quand même répondre sur certains points. Effectivement, le marché français, c'est un marché d'une manière générale, dans les produits de santé, c'est un marché de prix bas et de volume. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une caractéristique de notre marché. Ça pose des questions, effectivement, d'ailleurs, de bon usage. Alors, peut-être moins sur le dispositif médical que sur le médicament, mais cette question, elle est effectivement prégnante. Et je remarque d'ailleurs que notre marché reste attractif aujourd'hui. On a des nouveaux entrants parmi les membres du SNITEM d'ailleurs. On a de nouveaux entrants qui cherchent à rentrer sur le marché, y compris dans les marchés où les prix sont très bas, comme l'orthopédie. Donc voilà, il faut aussi nuancer. Donc, les prix bas, c'est aussi un intérêt pour nos concitoyens. Il ne faut pas l'oublier. On travaille sur la maximisation de l'intérêt général et effectivement ces prix bas, c'est une des caractéristiques de notre marché qui est plutôt positive. Ça montre qu'il est régulé et on essaye de le réguler le mieux possible. Donc ces prix bas sont dans l'intérêt de tous parce qu'ils permettent la maîtrise de la dépense publique. Ça vous a pas échappé qu'on avait 3 300 milliards d'euros de dette et donc ça évidemment c'est évidemment quelque chose dans le contexte dont on doit tenir compte en particulier au CEPS, puisque finalement on est le lieu qui doit réconcilier tous ces enjeux que doit prendre en compte l'État quand il veut tarifer un produit de santé et spécifiquement un dispositif médical. Donc vous parliez de l'évolution ces derniers mois, ces dernières années, et effectivement en quelques années, cette pression de la maîtrise de la dépense, elle s'est accrue du fait
de la dégradation des comptes publics. Donc ça, c'est quelque chose de très fort qu'il faut évidemment avoir en tête. Je sais que vous le savez, mais c'est une réalité dans notre métier de tarification des produits. Après, effectivement, la souveraineté. Alors nous, elle est double au CEPS. Il y a la souveraineté industrielle dont a parlé Michel, évidemment. Donc on essaye de faire en sorte que les tarifs permettent des relocalisations et aussi, très basiquement, évite des délocalisations. Parce que finalement, notre quotidien, c'est plus éviter des délocalisations que des grands projets de relocalisation. Donc ça, c'est peut-être moins positif, mais malheureusement, c'est ça. On a parlé de l'orthopédie, on est clairement dans ces problématiques. Alors, on a des dispositifs qui vont être rapidement opérationnels. L'article 65 en est un. Il permet de valoriser les investissements qui sont réalisés en France et en Europe. L'accord cadre. Tu peux le décrire un petit peu parce que c'est un. Oui, l'article 65, c'est un dispositif qui nous permet au CEPS de valoriser les produits qui sont fabriqués en France et en Europe. On étudie la chaîne de valeur et en fonction de la localisation de cette chaîne de valeur, on donne un markup à ces produits. Alors, le chiffre de 15% a été évoqué, c'est celui en médicaments. En DM, il n'est pas encore complètement stabilisé, mais l'idée, c'est plus la chaîne de valeur est localisée en France ou en Europe, plus on peut accorder un avantage tarifaire. Et évidemment, derrière, ce qu'on recherche, c'est certes la relocalisation industrielle, mais c'est aussi, à travers cette relocalisation, travailler sur des moindres tensions d'approvisionnement. On part du principe que si une production est proche des lieux de consommation, les risques de délocalisation, enfin les risques de pénurie ou de tension seront moindres. Donc ça, c'est des outils qui nécessitent d'être mis en place, mais sur lesquels, évidemment, on travaille d'arrache-pied avec les acteurs économiques. Et puis, on a aussi des dispositifs comme les Crédixis qui valorisent les investissements qui sont réalisés en France. Ça, c'est des enveloppes additionnelles qui permettent, après analyse de la DGE, en l'occurrence, de valider par le comité des attributions à des projets innovants. Voilà, quelques éléments en réponse, mais évidemment, on va continuer la discussion. Madame Guerrier. C'est Christelle, parce qu'elle l'a demandé en premier. Donc, Madame Guerrier-Reboul, qui est CEO de Bebron. France. Donc oui, je voulais un petit peu donner le point de vue d'une société française sous pavillon allemand. Donc quand on parlait de la souveraineté européenne, je pense que c'est intéressant d'avoir ce point de vue. Tout d'abord, clairement, le marché français, oui, est intéressant parce que c'est un marché de volume, mais il n'est pas attractif. Clairement, il n'est pas attractif. Quand on regarde les niveaux de prix entre les différents produits, quand on voit l'analyse qui avait été faite par la Business School of Toulouse, alors c'était sur les médicaments, qui comparait les différents pays européens, clairement la France, sur la majorité des molécules, et on peut faire la même analyse sur les DM, est très en retard en termes de niveau de prix par rapport à ces petits copains de l'Europe. En termes d'attractivité, d'accès au marché, Monsieur Loiseau l'a dit, on a un vrai souci. Donc le marché français est souvent le marché que on va voir en dernier parce que c'est trop compliqué d'y rentrer, c'est trop cher et c'est une vraie difficulté. Et je voulais aussi alerter sur le fait que on entend le niveau de prix. Bernard, on en a discuté tous les deux suffisamment souvent. Il faut savoir que le DM, si mes données sont exactes, c'est 6% des dépenses de santé. On ne va pas sauver le système de santé en mettant la pression sur les industriels européens. Après, moi, vraiment, le message que je veux faire passer, le message qu'on veut faire passer en tant qu'industriel européen présent sur le sol français, c'est que le secteur de la santé, au même titre que le secteur de la défense, c'est un secteur stratégique pour notre souveraineté. On l'a vu pendant la crise Covid. Si nous avons, ou plutôt quand nous aurons la prochaine pandémie, on sera très content d'avoir des industriels européens et français présents pour les différents patients. Pourquoi n'arrive-t-on pas à traiter le secteur de la santé au même titre que la défense traite ses industriels de la défense? Tous les points que vous avez mentionnés, Monsieur Rao, sont des points qui sont traités au niveau du ministère des Armées, au niveau de la DGA, dans ses relations, donc la Délégation Générale de l'Armement, dans ses relations avec les industriels. Et la DGA considère qu'il est sain d'avoir des industriels français et européens qui dégagent suffisamment de profit
pour continuer à être présent sur le sol européen et continuer à investir dans l'innovation. Parce que c'est ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est pas d'avoir des aides avec France 2030 pour continuer à investir. Nous, on souhaiterait dégager des profits avec des revenus générés par nos activités et pas aller toquer à la porte de l'État à chaque fois qu'on a besoin d'avoir des aides. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir cette vision pour le secteur de la santé? L'accompagnement de la filière, il est fait au niveau de la défense. Pourquoi il n'est pas fait au niveau de la santé? L'accompagnement de l'innovation, alors on commence à avoir un début d'accompagnement avec l'Agence d'innovation en santé, qui est d'ailleurs un copier-coller de l'Agence d'innovation en défense, mais on aimerait bien aller plus loin. La feuille de route pénurie de DM, c'est une très bonne chose. Il y a des choses que l'on voit avec plaisir, mais on attend une mise en œuvre rapide et volontariste qu'on est capable de faire en défense. Pourquoi on n'est pas capable de le faire en matière de santé? La décarbonation, clairement, produire sur le sol européen, ça réduit, vous l'avez dit, le scope 3, c'est très intéressant, il faut le faire. Et les données de santé. Pourquoi, alors je suis désolée, je vais mettre le pavé dans la mare, pourquoi est-ce qu'on continue, les hôpitaux français continuent à acheter des dispositifs médicaux qui viennent de l'autre côté du monde avec des problèmes potentiels de fuite de données de santé sur des adresses IP qui sont situées dans des pays, voilà, qui ne sont pas forcément très amis avec nous? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette préférence pour le Made in Europe, pour des dispositifs médicaux connectés qui ont accès à des données de santé européennes, sachant qu'il y a des lois extraterritoriales qui peuvent mettre en danger la sécurité des données de santé. Donc moi, c'est plutôt des questions que je pose. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus ce rapprochement entre le secteur de la défense et le secteur de la santé pour travailler sur la souveraineté? Voilà. Merci beaucoup, Christelle. Laurence, vous vouliez intervenir? Oui, sur 3 points suite à votre intervention, Bernard. Sur l'aspect des sociétés chinoises, en fait, je pense que c'est un des gros sujets, donc si on parle clairement, qui est lié aussi d'ailleurs à ce que tu disais, Christelle, sur les données de santé. Ce sont des sociétés, elles sont souvent financées, et c'est aussi pour ça qu'elles veulent rentrer, et je pense que là, on a une vraie problématique. Je pense qu'il faut, j'allais dire, que toutes les sociétés qui veulent rentrer puissent rentrer, mais qu'on joue tous avec les mêmes règles. Et ça, je pense que c'est une des problématiques que l'on a, qui n'est pas facile à traiter, même si elle a été adressée par l'aspect européen. Et le sujet, il faut qu'on s'y prépare parce qu'il sera encore pire demain. Le marché américain ne va plus être accessible par toutes ces sociétés. Donc elles ont le marché chinois, le marché européen, c'est clairement leur marché. Et donc la France. C'est aussi pour ça qu'on les voit plus. Pardon, sur la question qu'avait posée Jean-Marc tout à l'heure, c'est-à-dire que la part des exportations aux États-Unis, ça représente quoi finalement sur les 10 milliards d'exports? Est-ce que vous avez une idée? Moi, je n'ai pas là et je pense que j'aurais peur de dire une bêtise. Alors, je ne sais pas si quelqu'un là. Alors moi, je peux parler uniquement pour la part de production faite en France. Donc nous, on a 5 usines sur le sol français. Nous exportons 80% à l'étranger. Sur nos exports, je pense qu'on doit bien avoir 50% de nos exports aux États-Unis. Je parle sous le contrôle de mes collaborateurs qui sont là. Mais nous avons une usine qui exporte plus de 50% de sa production aux États-Unis. Nous en avons une autre qui en exporte bien 10-15%, mais c'est avec des plus petits volumes. Donc déjà, nous, c'est 50% quasiment, en tout cas en valeur sur les États-Unis. Sur General Electric, c'est aussi très important tout ce qu'on fabrique en France. Peut-être qu'il faudra regarder si c'est dans le panorama du DM, du SNITEM, mais j'ai un doute sur le chiffre. Je ne sais pas le chiffre, c'est peut-être dedans. Mon deuxième point, c'était on a 2 solutions. Soit on continue à baisser les prix de façon trop importante. Il y a toute une discussion, on le sait, je pense, il faut qu'elle ait, mais il y a aussi la capacité ou comment on peut travailler différemment dans les hôpitaux pour peut-être ne pas non plus abaisser les prix sur un environnement qui est 6%. Donc, je crois que si on est honnête entre nous, c'est pas non plus l'EDM qui fait qu'on en est là où on en est. Ça. Et puis il y avait l'aspect des startups, je voudrais revenir dessus, parce que, comme le disait Sacha, si on arrivait à faire grandir ces startups dans notre pays, on a une augmentation de l'innovation, on a une augmentation du changement, on a une augmentation de la production, on a une augmentation de l'emploi. Donc je pense que ça reste quelque chose d'extrêmement important. Et d'ailleurs, le SNITEM va là mettre en place un travail sur le financement des startups en France, puisque là aussi, ça devient une vraie problématique à ce jour.
C'était les 3 points. Juste, effectivement, le CEPS, il est un peu plus loin des startups que des groupes qui sont sur la liste des prestations et produits remboursés, évidemment. Pour autant, nous, il y a un grand rôle pour alerter. On voit beaucoup de porteurs de projets qui arrivent à la fin de leur financement et qui découvrent qu'il y a une évaluation par la Haute Autorité de Santé et une négociation après par le CEPS pour être remboursé. Et ça prend... ça prend 2 ans si le produit est compliqué. Enfin, ça peut prendre beaucoup moins, ça peut prendre 6 mois si on rentre dans les bonnes cases. Mais si c'est pas le cas, et c'est souvent le cas des projets innovants, ça prend du temps. Et donc on alerte beaucoup les entreprises innovantes sur cette spécificité française, même si évidemment on est mobilisé pour raccourcir ces délais, hein, autant côté HAS que côté CEPS. Mais après, on est obligé de constater la réalité de ce qui se passe. Et c'est des éléments en fait, qu'on avait partagés dans le cadre de MedTech in France, qui me semble utile de rappeler ce soir. Et juste, je vous rappelle que le dispositif médical, ce n'est pas que les produits remboursés sur la liste en sus, c'est beaucoup plus large. Bien sûr. Mais vous avez raison, surtout s'agissant de J. Non, je reprends ma casquette SNITEM, je joue avec. Donc, oui, on va laisser la parole à Louis Champion et puis Sacha. Par contre, il faut que tu essayes. Comme je ne suis pas un industriel, j'ai la liberté de parler d'industrie. Et non, je voulais dire juste deux choses qui me paraissent simples pour rebondir sur ce qu'a dit Guérec. En réalité, c'est quoi le prix? On le vit comme une contrainte, on le vit jamais comme une valeur. Et moi, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on n'a pas un effort systématique de paiement à la performance. Je prétends que je délivre ça. Si je délivre, vous me payez. Si je délivre pas, vous me payez pas. Enfin, et alors, parce qu'on peut parler pendant des heures et des heures de data, d'IA, de tout le machin, en faire des tartines et des tartines. Putain, il y a des applications simples et directes, hein, on peut le faire. Donc ça, c'est mon premier objet. Et en réalité, il faut comparer ce qu'on dépense par patient traité. C'est toute ma dépense sur le nombre de patients traités. Et c'est ça la performance. Et donc ça, c'est une première chose. Et évidemment, il y a un grand nombre de patients qui ne sont pas traités ou qui sont sous-traités. Donc il y a quand même un problème d'organisation. Le premier des sujets, c'est de conceptualiser les problèmes et de se mettre en route sur l'organisation. Ça renvoie à mon deuxième point, c'est qu'on peut à peu près tout faire quand on sait ce qu'on veut faire. On ne peut pas répondre à une question qu'on ne se pose pas. Et donc la question qu'on se pose, elle doit être énoncée, et elle doit être énoncée sur 2 axes. C'est qu'est-ce que je veux, c'est quelle quantité de ce que je veux, c'est comme on gère une boutique, et quand. Ça s'appelle la planification. Et c'est bourrin. C'est bourrin. On dit, je sais pas, moi je vais parler de tes pansements, on dit l'appeler machin, il y en a tant, eh ben je veux que ça me coûte pas plus que tant en 2028 et avec tel taux de réussite. Là, c'est hyper bourrin. Et tout le monde se met en place. Oui. Et pourquoi on n'a jamais ce truc? On l'a jamais. On est toujours sur des trucs, je vais te faire un coup de rabot et je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Et tout le monde est très mal à l'aise. J'arrête. Alors, attendez, Grégoire, je sens. J'en ai pour Grégoire et Bernard qui voulaient répondre directement à M. Champion, et après ce sera à Sacha. En 30 secondes. Il se trouve que lorsque Jean-Marc Grenier était à la place de Michel Raoult, on s'était préoccupé, que moi je m'occupais de la stratégie de la DGE et notamment de la prospective. On avait fait un exercice sur les dispositifs médicaux qui était effectivement de la prospective et qui incluait des préoccupations de planification. C'était pas effectivement sur le domaine des services. Donc le champ était plus restreint, mais vous avez raison. Il faut effectivement voir loin. Et alors ça m'amène à une autre remarque rapide qui a été évoquée très peu de temps. C'est sur les achats publics hospitaliers. En pratique, chaque fois qu'on a une industrie, chaque fois qu'on a une administration avec des ingénieurs et une planification de long terme, c'est vrai pour l'énergie, pour la défense, pour l'eau, pour les télécoms, etc. On a une industrie derrière. C'est pas vrai pour la santé. Et c'est pas vrai pour la santé parce que la direction des hôpitaux, la DSS, n'ont pas ça fondamentalement dans leur viseur, et que d'autre part, l'ONDAM a une vision qui est à relativement court terme. Alors on a fait quand même quelques progrès de temps en temps avec une capacité de programmation, ce qu'on avait fait par exemple pour la construction d'une industrie de l'eau, qui était de dire on vous donne une visibilité de 5, 10 ou 15 ans selon les cas.
Ça permet d'investir et d'innover, et on partage la rente d'innovation entre le public, les consommateurs et l'industrie. Et ça a marché, et ça fait des entreprises mondiales. Donc, la dépense hospitalière, elle va durer autant que les impôts. Elle est de plus de 20 milliards par an, et donc c'est un sujet, effectivement, qui est important. Des progrès ont été faits avec la PHP, mais c'est un exercice récurrent. Pardon, j'ai été trop bavard. Non, peut-être juste sur la pluriannualité, évidemment, c'est quelque chose de clé. On en discute beaucoup avec les acteurs. Structurellement, l'ONDAM est annuel. Après, effectivement, on essaye de faire évoluer nos plans de baisse. Les plans de baisse qui sont imposés par la LFSS au CEPS, la loi de financement de la sécurité sociale, prévoit des plans de baisse annuels avec un montant annuel. On essaye d'avoir le plus possible une approche pluriannuelle des baisses qu'on impose aux acteurs, mais effectivement, je pense que c'est des sujets qui sont perfectibles. Après, sur l'efficience, tout à fait effectivement favorable à ce qu'on puisse travailler sur des sujets qui permettent d'améliorer les choses dans ce domaine-là. Sur le traitement de l'apnée du sommeil, effectivement, on a un exemple très opérationnel sur la liste des prestations remboursables en France, qui est le remboursement uniquement si l'observance est là. Ça n'a pas été facile à mettre en place. Il y a eu des contentieux au Conseil d'État au tout début. En 2017-2018. Aujourd'hui, c'est opérationnel. Effectivement, on est en mesure de rembourser les forfaits aux prestataires uniquement si le patient est observant, ce qui effectivement incite les acteurs à améliorer l'observance du dispositif. On a su le mettre en place là. Je pense qu'on peut regarder dans d'autres domaines où ça pourrait être applicable. Oui, non, je ne veux pas du tout répéter, mais quand même, encore une fois, quand on monte une société, si on vient voir des investisseurs en disant voilà mon plan pour les 12 prochains mois, vous croyez qu'on arrive à lever de l'argent? Non. Donc, c'est quand même incroyable qu'on en soit encore en France dans ce système de l'annualité et pas de la pluriannualité. Le fait qu'on ne soit pas capable, comme dit Louis, de dire ok, dans 10 ans, voilà où on veut être. On veut qu'il n'y ait plus de déficit de la Sécu, on veut faire moins de chirurgie de cela parce que ça coûte cher et qu'on sait qu'on peut les éviter, enfin, etc., etc. Avec des grands enjeux, on veut arrêter la T2A partout, enfin, tous ces trucs-là. Mais il faut qu'il y ait une vision à 5 ou 10 ans. Alors ensuite, on ne se donne pas rendez-vous dans 5 ou 10 ans, on se donne rendez-vous à la fin de chaque année, évidemment, voire même tous les 6 mois pour savoir comment ça avance, voire même tous les mois si vous voulez. Mais quand est-ce qu'on va pouvoir enfin transformer ce système-là? Parce que franchement, si on ne le transforme pas, je comprends pas comment est-ce qu'on peut de toute façon aboutir à quelque chose qui soit beaucoup plus positif qu'aujourd'hui. On va dans le mur en accélérant en ce moment. Et je voudrais juste rappeler à ce sujet-là que notre président, avant qu'il soit élu, c'était une de ses ambitions d'avoir un plan à 3 ans et donner juste un exemple du contraire, puisque pendant la période Covid, on a demandé à un grand nombre d'industriels de réindustrialiser pour produire des masques, et aucune de ces sociétés n'a survécu. Guirec. Moi, je suis 100% d'accord avec ce que disait Louis tout à l'heure. Je rêverais de pouvoir dire je peux faire générer tant d'économies au système de santé et on y va ensemble. Moi, je pense que je peux faire générer plus d'économies au système de santé que mon chiffre d'affaires en France. On parlait tout à l'heure qu'il y a 6%, l'EDM c'est 6% des dépenses de santé. Donc on voit bien que c'est pas un gros facteur de dépense. En revanche, ça peut être un gros facteur d'économie. Parce que si le patient va, au lieu d'aller à l'hôpital, il rentre en ville, comme on a discuté tout à l'heure, ou si on le soigne plus rapidement, avec le bon traitement, au bon moment, parce qu'il y a du diagnostic, on a plein de manières d'aborder ce sujet-là. Et du coup, moi, vous n'avez pas de chance, monsieur Céline, monsieur Rao, parce que finalement, c'est vous qui êtes là ici aujourd'hui, mais ceux qui peuvent réellement décider de la pluriannualité, c'est finalement pas à ce niveau-là, mais probablement au niveau des tutelles ou de la loi que ça se décide. Mais je rêverais qu'un jour, vos autorités de tutelle demandent au CEPS des économies d'efficience sur l'ensemble du système de santé. Il y a tellement plus à aller chercher de ce point de vue-là. Donc je voulais partager ça avec vous et voir ce que vous en pensiez. Merci Guirec. On a largement entamé la deuxième table ronde, mais
je voudrais quand même pas vous priver de Christelle, Guirec et puis Bernard des messages que vous aviez certainement préparés. Donc Christelle Guerrier-Lebou, CEO de Bebron France. Voilà. Donc je vous laisse la parole. Très bien, merci beaucoup. Donc peut-être un petit mot pour présenter Bebron, le groupe Bebron. Donc le groupe Bebron est un groupe allemand qui a fêté ses 186 ans cette année, qui est présent depuis 49 ans en France. C'est un groupe qui a la particularité d'être familial, avec une taille quand même assez énorme, puisque 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'on est détenu et dirigé aujourd'hui par la 6e génération de la famille Braun. Donc c'est très important. Pourquoi? Parce que les décisions que l'on prend, ce sont des décisions que l'on prend pour la génération suivante. C'est des petites particularités. Donc on s'inscrit vraiment dans un partenariat à long terme avec les différents systèmes de santé. Et c'est un groupe qui est multispécialiste, puisque nous sommes présents sur 3 domaines d'activité. La perfusion, le bloc opératoire, les maladies chroniques. Et nous avons tous les métiers de la santé. Et en France, nous avons tous les métiers de la santé, sauf la production de molécules pharma, puisque nous avons également une filiale, nous avons un PSAD sur le territoire français. Nous avons... C'est très bien, Christelle. Voilà. Nous avons des établissements de dialyse. Donc nous sommes opérateurs de soins et nous sommes fabricants et distributeurs de produits de santé. Et le message que je voulais faire passer aussi tout à l'heure, c'est une petite formule, c'est pas de souveraineté industrielle sans durabilité ni profitabilité. Il n'y a pas de durabilité sans profitabilité, il n'y a pas de profitabilité sans durabilité. On s'inscrit sur le long terme et on doit utiliser l'argent de manière saine pour investir dans l'innovation et la prise en charge de qualité des patients. Et ce que disait Louis tout à l'heure sur la prise en charge, sur le financement à la qualité, évidemment, on s'inscrit complètement là-dedans. Sortons de ce système du volume à tout prix, allons dans la qualité, le juste soin. C'est le bon soin au bon patient, au bon moment, au bon prix surtout, pour s'assurer que le patient continue de bénéficier des dernières innovations. J'ai été le plus court possible pour laisser la parole à Guirec. Donc Guirec Leloup, qui est président de Urgo Medical France et puis de MedTech in France. Alors déjà, je voulais commencer par dire merci, parce que on râle beaucoup en tant qu'industriel, c'est vrai, mais je voulais dire merci déjà premièrement d'être venu pour ces échanges, parce que c'est pas facile, et puis parce que moi je ressens aussi au quotidien que les pouvoirs publics se battent à nos côtés sur cette histoire de souveraineté. Donc moi je me sens pas seul, je me sens vraiment écouté. Avec des angles concrets, on voit le France 2030, tous les financements. On parlait tout à l'heure du guichet réindustrialisation. Je suis très fier que l'EDM soit parmi tous les secteurs français le guichet qui a le plus contribué. Ça veut dire qu'on voit qu'on est capable de réindustrialiser. On parlait des crédits XIS, on parlait de l'article 65 qui est en cours. Donc on voit qu'il y a plein de choses qui se mettent en place parce que le Covid a montré que la souveraineté en santé c'était important et que les entreprises UDM c'était important. Donc je voulais commencer par ça. Donc Urgo, je crois que j'ai déjà présenté tout à l'heure, on est une belle entreprise familiale française. J'espère que tout le monde ici est client. Je suis sûr que vous avez dans votre trousse à pharmacie des produits à nous. Urgo, Juvamine, Mercurochrome, Humex, 4 des 10 marques les plus connues en santé en France. On a bercé votre quotidien à travers et votre enfance à travers nos pubs et nos produits. Et ça représente à peu près la moitié du chiffre d'affaires. Et l'autre moitié du chiffre d'affaires, qui est moins connue du grand public, dont moi je m'occupe, c'est pour des plaies plus sévères, des escarres, des brûlés, des plaies du pied diabétique. Et là, ce sont des plaies qui sont longues, qui peuvent être douloureuses, qui peuvent avoir des conséquences sociales pour les patients, qui peuvent être dangereuses, et il faut cicatriser plus rapidement, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on fabrique tous ces produits en France et qu'on les distribue partout dans le monde. Et donc du coup on se voit chez Urgo un peu comme le grand frère de cette filière de la medtech, puisqu'on est la plus grande entreprise de la medtech française. On est passé de start-up à PME, à ETI, tout ça en quelques années. Et moi j'ai très envie que toutes les start-up et toutes les PME du secteur, parce que c'est 95% du secteur quand même, c'est les PME et les start-up, suivent le même chemin, grandissent, du coup, aident des patients français à travers de l'innovation, créent de l'emploi en France à travers leurs investissements, et puis demain se mettent à exporter et deviennent des champions européens, puis des champions mondiaux. Et du coup, moi, je suis convaincu que c'est possible. Et c'est pour ça que je reste très positif dans un environnement et un contexte qui, lui, ne l'est pas, parce que finalement, je me dis que ce qui se passe aux États-Unis, dans le monde en ce moment, c'est peut-être aussi le moment de se dire, on va avoir un sursaut
en Europe, en France, on va être fiers de nos entreprises, de nos chercheurs, de nos ingénieurs, de nos médecins, de notre administration, de ce qu'on est capable de faire ensemble. Et je pense que c'est tout à fait possible et je l'appelle de tous mes voeux. Voilà. Merci Guirec. Je me tourne vers Bernard Sély, qui, je ne veux pas dire que tu es le dernier élément. La parole est à la défense, c'est ça. La parole est à la défense, effectivement. Moi, j'ai pas osé dire accusez, levez-vous. Non, c'était pas ça. Mais effectivement, la parole est à la défense. Bien, déjà le CEPS arrive en bout de course. Donc effectivement, on a la lourde tâche de réconcilier un peu les différentes promesses qui ont été faites avant nous. Alors on est quand même un peu aidé, on en a peu parlé ce soir, mais je pense utile de le redire, c'est qu'on s'appuie quand même sur des évaluations qui sont précieuses en France et qui sont formulées par la Haute Autorité de Santé, qui a le bon goût d'être à la fois scientifique et indépendante. Donc c'est-à-dire que reconnaître l'innovation, c'est pas parce qu'on a des promesses des industriels ou de tel ou tel acteur qu'on reconnaît l'innovation. On reconnaît l'innovation quand elle est validée par la Haute Autorité de Santé au travers de ce qu'on appelle l'ASA, qui fait l'objet d'une note de 1 à 5. ASA 1, très innovant. ASA 5, le produit n'apporte rien par rapport à l'existant. Donc effectivement, ces aspects-là sont déterminants parce que nous, en fonction de cette ASA, donc qui mesure l'amélioration du service attendu, c'est ça que veut dire ASA, on va délier ou pas les cordons de la bourse. Très concrètement, une ASA 5, derrière, on va rechercher des économies. En revanche, si on a une ASA 1, 2 ou 3, le produit sera innovant, on voudra le faire entrer dans l'arsenal thérapeutique français et donc on va être plus enclin à dépenser plus. Donc évidemment, on encourage les acteurs économiques à bien bétonner cet aspect de l'évaluation avec la Haute Autorité de Santé pour que leur innovation soit reconnue à ce niveau-là, pour que nous, derrière, on puisse en déduire quelque chose en termes tarifaires. Après, je disais qu'on arrive en bout de course, donc c'est nous qui devons réconcilier effectivement tous ces enjeux. Je parlais tout à l'heure de cet enjeu de maîtrise de la dépense. C'est évidemment c'est omniprésent dans toutes les réunions du comité. Et donc derrière, c'est comment on fait de la souveraineté sanitaire, de la souveraineté industrielle quand on a de moins en moins d'argent. Alors finalement, ça rend les choses plus intéressantes parce qu'il faut réfléchir à des méthodes peut-être plus innovantes, à mieux valoriser effectivement l'innovation quand elle doit être valorisée, à casser aussi les silos. Ça a été un peu évoqué, me semble-t-il, par certains intervenants avant. Ça, je crois que c'est quelque chose de très fort. Certains systèmes arrivent à bien le faire. Je pense au UK en particulier, où on arrive à avoir une approche en coût complet. C'est vrai que nous, on est beaucoup plus à fonctionner dans des silos, et ces silos, ils ont leurs limites. Ça a été aussi dit, les plans de baisse. Alors c'est vrai que faire des rabots, c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus efficace. C'est-à-dire qu'on applique une baisse et derrière on est sûr d'avoir des économies. Peut-être que ce système-là est aussi arrivé un peu à la limite de ce qu'il peut faire, et donc ça nécessite d'être beaucoup plus innovant dans notre recherche d'outils. Donc, tout ça c'est sur la table. Enfin, c'est des éléments qui nécessitent des discussions entre nous pour améliorer effectivement la manière dont on appréhende les problèmes dans ce contexte qui de toute façon ne va pas changer à court terme. Il n'y a tellement pas d'argent qu'on coupe la lumière. Je crois que le signal est vraiment très clair. Mais Bernard, quand vous dites quand on fait un rabot, on est sûr d'avoir des économies, est-ce que c'est vraiment le cas? Parce que si on rabote... C'est le cas à court terme. Après, si on rabote, évidemment, dans les comptes, mais même quand vous faites des économies dans un budget, faire un rabot, c'est assez opérant. Après, j'entends, et je suis le premier à dire qu'il faut faire attention. S'agissant de nos sujets, de mes sujets, quand on fait un rabot, le risque quand on va trop loin, c'est d'une part effectivement d'avoir des conséquences sur l'emploi, les acteurs industriels, et puis aussi sur les patients, parce qu'on peut évoquer ce soir, mais un prix trop bas, une des conséquences, c'est la non-entrée sur le marché français ou la non-entrée d'un produit innovant sur le marché français, et derrière, c'est le patient
qui y perd, le professionnel de santé et le patient. Et évidemment, ça, on le veut pas. On veut rester un système de santé à la pointe et donc qui dispose des produits les plus modernes au monde. Oui, l'impact, c'est vraiment, vous l'avez dit, Bernard, c'est vraiment l'accès aux soins, l'accès aux produits. Et la réalité, c'est que entre le MDR, l'inflation et aussi la culture qui est en train de changer, mais la culture de punition des industriels sur les pénuries, dès qu'il y a des problèmes de pénurie, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que si on veut vraiment sécuriser l'accès aux soins des patients, nous, on milite, et vous le savez, puisqu'on travaille très bien ensemble, pour un travail avec les autorités, qu'elles soient les autorités qui décident du prix ou les autorités sanitaires, pour travailler sur une vision holistique. Tant qu'on aura cette vision au produit, et tant qu'on n'aura pas cette vision parcours patient, on aura un problème sur l'accès aux soins. Là, je rebondis sur ce qui avait été dit à un moment donné sur le Covid et sur le fait que les industriels s'étaient effectivement beaucoup mobilisés pour aider le système de santé français. Il faut savoir que le besoin de pompes et pousse-seringues du jour au lendemain, en mars 2020, a fait x300. x300. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y avait pas d'alignement entre les différents établissements de santé, qu'il n'y a pas de vision de l'ensemble des stocks disponibles sur les produits de santé dans les établissements. Et ensuite, on nous a demandé, on nous a mis sur nous la responsabilité de construire, et là je reprends ce qu'avait dit Sacha, de construire des usines du jour au lendemain, du lundi au mardi, 300 usines. Parce qu'en fait, c'est multiplié par 300 les capacités de production. Tant qu'on n'a pas ce travail qui est en train d'être fait, mais il faut vraiment pousser, de collaboration, de travail ensemble de tous les acteurs, de considérer les industriels comme des acteurs de santé qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice, on aura une difficulté. Donc le silo, c'est vraiment ce qui va nous empêcher de changer structurellement le système de santé. Et je pense qu'on est tous aussi ici très attachés au modèle social français. Et on veut contribuer à maintenir ce système de protection sociale. Et on peut apporter des solutions. Et c'est juste nous ce qu'on demande, qu'on nous laisse travailler sur nos solutions avec vous. Je voulais juste faire un petit point sur l'HAS, puisque vous en parliez. Tout à l'heure, on a parlé de notre capacité à peut-être travailler différemment en termes de baisse de prix et regarder d'autres solutions. Et je pense qu'aussi sur l'HAS, il y a cette problématique qu'on évalue beaucoup de choses de la même façon, ce qui y a très longtemps, peu avec la vie réelle. On est peu en capacité de faire des essais, de revenir. Je pense qu'on n'est plus adapté, si j'allais même jusqu'au fond de ma pensée, à ce qu'on pourrait faire peut-être de mieux, plus vite et travailler différemment. Ça, je pense que ce serait aussi un point en termes de dispositif médical certainement à regarder. Merci. Je me tourne vers Grégoire pour savoir s'il y a des questions sur Internet. Alors, il y a effectivement une question, c'est quels sont les 2 ou 3 projets Manhattan de transformation et d'innovation de notre système de santé qu'il va porter dans les 5 ou 10 prochaines années et quelles contributions sont attendues de notre industrie des dispositifs médicaux. Alors, sur les contributions, ça peut être tout le monde. Sur les projets Manhattan, il y en a effectivement, j'en vois au moins un, mais Michel. Repenser le système de soins. Non, enfin, beaucoup de choses qui ont été dites. Je pense que il y a un gros enjeu qui est comment on réfléchit à l'échelle européenne, par ailleurs. Parce qu'on a effectivement beaucoup parlé de ce qu'on fait en France. Il y a un sujet majeur qui va être la question européenne. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que il y aura les questions d'économie d'échelle, il y aura des questions d'effet de masse. Il va y avoir sans doute des questions aussi qui sont liées à la politique commerciale, avec les questions alors soit des droits de douane, soit des contentieux, des sujets de dumping, de réciprocité d'accès au marché. Il y a des sujets avec la Chine, etc. Donc ça, c'est évidemment aussi une des raisons pour laquelle on va devoir réfléchir tout ça au niveau européen. Je voulais évoquer ce sujet parce que je vais quand même finir aussi par une touche positive. Dans le Critical Medicines Act, donc la proposition d'un règlement qui a été posée sur table par la Commission, donc qui parle des médicaments et non pas des dispositifs médicaux, mais et on s'est battu pour avoir ça, mais on a quand même une avancée majeure qu'on a quand même réussi à faire comprendre à la Commission qu'il y avait un sujet sur alors eux l'appellent pas comme ça, mais on pourrait qualifier ça de préférence européenne. Donc il y a dans le projet de texte
une disposition qui dit que les acheteurs publics, les acheteurs hospitaliers vont devoir, alors pas sur tout, mais sur certains médicaments, vont devoir acheter européen. Et ça, c'est une avancée majeure. Voilà, déjà, il faut que ça continue à prospérer au niveau Conseil, Parlement, etc. On se battra pour ça. Et ensuite, ça ouvre la voie aussi à potentiellement des réflexions sur est-ce qu'on peut faire pareil au niveau européen sur d'autres secteurs, dont notamment le dispositif médical. Donc c'est peut-être la première chose, les enjeux européens. Je pense que le deuxième gros projet Manhattan, et celui-là, on en a parlé en long, en large, en travers, c'est la façon dont on repense la régulation. Bon, c'était un vaste sujet. On disait tout à l'heure avec Bernard que c'était quand même dommage qu'on n'ait pas invité le ministère de la Santé parce que y a beaucoup de questions aussi pour eux. Mais voilà, je pense qu'il y a ça, avec la question de comment on prend en compte la médico-éco, et ça c'est quelque chose dont on sait qu'on ne sait pas bien faire, parce qu'on est encore dans une logique très comptable. 1 euro dans une enveloppe, c'est 1 euro dans cette enveloppe-là, et donc 1 euro qu'on économise sur un médicament ou un dispositif médical, même si finalement ce médicament fait économiser de l'argent dans le système de soins hospitalier, ça c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à prendre en compte. Donc on sait que c'est un sujet. Et le troisième peut-être gros projet Manhattan, pour reprendre la formulation, c'est la question de comment on arrive à accompagner l'innovation sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc là, effectivement, la création de l'AS est bien sûr une étape significative. Il y a la question des essais cliniques, comment on arrive aussi à harmoniser et à simplifier les processus. On sait qu'il y a un sujet où typiquement les CPP, c'est extrêmement compliqué. On fait une demande, quand on a besoin de modifier la demande, en fait il faut refaire une nouvelle demande. Voilà, donc tout ça sont des choses qu'on regarde avec l'AIS. On sait qu'il y a et en plus, alors ça, ces sujets-là, essais cliniques, AIS, innovation, ont quand même la bonne propriété de ne pas nécessiter d'argent. Donc c'est des choses qu'on saura d'autant plus et mieux faire. Voilà. Peut-être j'aurais un léger complément par rapport à ça. Si on regarde en termes d'argent, il y a tout de même plusieurs autres pistes. D'abord, l'État met de l'argent beaucoup aussi sur les médicaments et notamment sur les biotech. Et par conséquent, tout ce qui est biothérapie et bioproduction sont des enjeux majeurs. Alors, ce n'est pas les dispositifs médicaux, mais il faut des dispositifs médicaux pour les appliquer. Et donc, ça, c'est un sujet. Et en pratique, c'est aussi un très gros projet où la France se veut être la première productrice d'Europe dans les 10 ans qui viennent. Il y a un deuxième sujet qui est, je l'ai mentionné, sur les achats publics hospitaliers, où la question du long terme me paraît se poser. Et il y a un troisième sujet, mais qui n'est pas un projet Manhattan, qui est plutôt une ligne rouge permanente. L'Académie des technologies a réuni en octobre 2022 l'ensemble des académies sœurs mondiales dans la réunion du CAES, et dont le thème était les innovations en termes de santé. Et il ressortait assez clairement des débats et des propositions qui étaient faites que, en gros, 80% des innovations médicales étaient liées à des progrès dans le numérique, des applications numériques ou de la miniaturisation, enfin tout ce qui est d'ailleurs aussi l'imagerie médicale figurait. Donc ça, il me semble que c'est une constante, c'est-à-dire que réfléchir à ce qui est innovation issue du numérique et avec application à la santé est tout de même quelque chose de majeur comme fil rouge. Merci Grégoire. Donc on a déjà dépassé le temps qui nous était imparti. Donc je ne serai pas réinvité par Grégoire pour mener une table ronde. C'est pas grave, je continue. Nous avons plusieurs personnes qui ont fait l'effort de venir jusqu'à nous en réel. Donc si vous avez des questions, alors, je me permets de dire courtes, pour que nous puissions avoir des réponses courtes sur ces points, n'hésitez pas. Écoutez, s'il n'y en a pas, je vais... vous avez le droit au remords, hein, vous pourrez revenir tout à l'heure. Je vais peut-être demander à chacun des intervenantes de cette table ronde, peut-être de dire des mots de conclusion. Alors peut-être dans l'ordre inverse dans l'ordre inverse. Ah. Donc tu seras le dernier à parler, Michel. De responsabilité, encore une fois.
Non, mais je pense qu'on a dit beaucoup de choses, donc on a des beaux sujets devant nous. Donc, voilà, je compte sur effectivement le travail collectif et la fluidité de nos échanges pour atterrir sur des solutions qui soient le plus consensuelles possible, puisque le CEPS c'est quand même le lieu de la politique conventionnelle, et donc notre objectif c'est de trouver des accords avec les industriels et pas des décisions unilatérales. Le mot de la fin pour moi c'est ensemble. Ensemble en tant qu'acteur, il va falloir qu'on trouve des solutions par rapport au challenge de demain. Et quand on regardera ces solutions, il faudra qu'on les regarde sur l'ensemble du système de santé. Je pense que c'est très clair, en fait, c'est là que ça se situe et c'est comme ça qu'on répondra aux enjeux. Il n'y a plus d'argent dans la caisse, aux enjeux de comment on soigne les patients et aux enjeux de souveraineté industrielle. Donc le mot de la fin, c'est souveraineté européenne. J'insiste là-dessus, comme vous l'avez fait, Michel, car c'est la bonne taille de marché, de territoire pour faire émerger des champions qui pourront prendre en charge les patients avec la meilleure qualité possible à l'avenir. Je compte beaucoup sur nos interlocuteurs de l'État français pour pousser ces messages au niveau européen. Je vais essayer d'être créatif. Non, je pense qu'on va y arriver. Et je rajoute au message de la consensualité deux messages. Il faut être concret et pragmatique. Plus nous serons concrets, plus nous serons pragmatiques, plus nous aurons la volonté d'y arriver, plus nous y arrivons. Plus nous en éloignons, moins nous arrivons. Moi, je dirais stratégique. Si on veut continuer à exister, il faut éduquer nos enfants. Il faut que les gens soient en bonne santé. Il faut malheureusement aujourd'hui apprendre à se défendre aussi. Donc la santé, de toute façon, est au cœur de toutes les préoccupations et je n'arrive toujours pas à comprendre, son limite très très claire de mon intelligence, pourquoi est-ce que la santé n'est pas un enjeu stratégique en France et en Europe aussi. Laurence. Eh bien moi je vais prendre le relais de ce qui a été dit, comme dans les entreprises. Quand une entreprise n'a pas de vision et que l'ensemble des employés ne savent pas où ils vont, on ne peut pas faire de bonnes choses. Et je pense que c'est l'une des problématiques, c'est que pour être stratégique, il faut avoir une vision de ce qu'on veut en termes de santé pour notre pays et de santé pour l'Europe. Et si on est capable peut-être d'inviter justement le ministère de la Santé et qu'on soit capable de mettre en place cette vision en fait de la santé, je pense qu'on sera capable de travailler ensemble et de trouver les solutions. Invitons la HS aussi. Michel, je t'ai laissé le temps, comme ça, toi, tu as pu réfléchir à ton dernier message. Tout a été dit, donc j'ai envie de dire merci à tous. Et puis, on a de beaux défis collectifs devant nous. Merci. Bon, écoutez, à mon tour, et là, on peut le faire à deux voix, parce que Bernard la reprend sa casquette de coordinateur de cette magnifique revue. Je voudrais vraiment remercier tous les contributeurs, et on en a eu une trentaine, ce qui nous a parfois donné quelques sueurs en se disant va-t-on avoir la contribution, va-t-on l'avoir. Donc je voulais vraiment vous remercier encore une fois pour ce sujet, et puis vous remercier tous et toutes pour cette table ronde qui a été animée, qu'on n'a pas tenue comme vous voulez l'animer, mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'est ce qui en a fait l'intérêt et le dynamisme. Et je voudrais vous remercier directement. Merci bien. Merci à vous. Merci.